Donc comme vous le voyez sur cette diapositive, 4 grandes thématiques du service du patrimoine naturel: inventorier, gérer, analyser et diffuser. Alors, il faut quand même savoir d'où on vient, c'est quand même mieux, surtout si on doit se projeter dans l'avenir. Donc l'histoire du SPN, ça commence pas en 79, ça a même commencé avant, mais disons que 79, c'est un peu le démarrage, puisque c'est la création du secrétariat de la faune et de la flore, le SFF, et puis qui est ensuite devenu le service du patrimoine naturel, donc qui a d'emblée été lié avec une convention avec le ministère chargé de l'écologie. 94, désignation du muséum comme centre national de référence pour la nature. 95, création de l'Institut d'écologie et de gestion de la biodiversité, l'IEGB. 2002, l'article L405 du Code de l'environnement confie au muséum la responsabilité scientifique de l'inventaire du patrimoine naturel. Cette responsabilité a été sauvée de haute lutte dans la nouvelle loi biodiversité, donc c'est maintenant l'article L411-1. Ça n'a pas été simple parce qu'il était question qu'on nous enlève en tout cas que cette mission ne soit plus intégrée dans la loi, ce qui est quand même relativement important pour un établissement public, parce qu'il n'y a pas tant d'établissements publics que ça qui tirent leurs compétences de la loi. 2002, restructuration du muséum et création du département d'écologie et de gestion de la biodiversité, qui a été dirigé par le regretté Robert Barbeau. 2003, lancement du programme d'inventaire national du patrimoine naturel et de son site web. 2010, transformation du SPN en service commun au sein de la direction de la recherche, de l'expertise et de la valorisation. Transformation donc en 2016, nous sommes dans l'histoire, en une unité mixte de services entre le Muséum national d'histoire naturelle, le CNRS et l'Agence française pour la biodiversité, dont beaucoup d'entre vous n'ignorent pas qu'elle va être créée au 1er janvier 2017. Donc voilà pour l'historique. Alors, j'ai intitulé cette diapo de la connaissance à la conservation, c'est bien de ça dont il s'agit. L'objectif du SPN, c'est d'acquérir des connaissances, mais au service de la conservation de la nature et plus généralement des décideurs publics ou privés d'ailleurs. Alors nos domaines, c'est la biodiversité et la géodiversité. Du coup, ça nous amène souvent à parler de nature. C'est peut-être un peu moins précis que biodiversité, mais ça a au moins le mérite de ne pas oublier la géodiversité. On s'intéresse aux terrestres et aux marins, ce qui n'est évidemment pas simple quand il faut se confronter à des monstres comme l'Ifremer ou l'Agence des aires marines protégées. Et puis bien évidemment à la France métropolitaine et aussi à l'outre-mer. Quand on s'intéresse à la biodiversité de l'outre-mer français, on voit que le défi est considérable. Les défis, justement, c'est de mobiliser une grande variété d'acteurs. On travaille avec tout le monde, les chercheurs, les naturalistes, qu'ils soient professionnels, amateurs, les associations, les établissements publics, l'État, voilà, tout le monde, ce qui veut dire que c'est pas forcément facile de naviguer au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément des gens qui se parlent, c'est pas forcément toujours des gens qui s'aiment, mais nous on est censé les faire travailler et en tout cas valoriser leurs travaux. Utiliser des méthodologies nombreuses, qui vont de choses extrêmement basiques, du filet à papillon jusqu'à des choses beaucoup plus élaborées, comme des modélisations ou autres, et puis des bases de données qui sont maintenant importantes, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, intégrer des connaissances qui sont dispersées, ça c'est un des gros enjeux, alors qu'un des motifs de création de l'Agence française pour la biodiversité a été de dire que la connaissance en biodiversité n'était pas bonne, embryonnaire, etc. etc. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une période où on n'a jamais autant su. Ce qui pose le problème, c'est de réunir cette information et de la valoriser. C'est clairement ça. Et c'est modestement ce que l'SPN essaie de faire depuis qu'il a été créé. Alors, quelles sont ses missions? Comme je vous l'ai dit, la première mission, c'est un appui aux politiques publiques nationales et internationales en matière de conservation de la biodiversité. Ça peut paraître trivial de le dire, mais c'est quand même ça qui nous nourrit, puisque quelques éléments de budget, on touche actuellement un peu plus de 4 millions d'euros venant du ministère de l'écologie, au sens large, puis un peu plus de 500 000 euros de fonds propres. Donc c'est quand même cet appui aux politiques publiques qui font notre action et puis qui nous paye.
Développement de méthodologies et de diagnostics fondés sur l'analyse des données d'inventaire. Comme je vous le disais, accumuler de la donnée, c'est pas du tout une fin en soi. On n'est pas du tout, même si on s'inscrit dans la logique de ce qu'on appelle maintenant les big data, on n'est pas du tout dans une logique d'accumulation et d'additionner les chiffres. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des données qui soient fiables, qui soient validées et qui servent à des analyses qui peuvent permettre de fiabiliser derrière les propositions qui sont faites aux décideurs. Et puis on assure le secrétariat scientifique de programmes nationaux, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Donc 4 domaines d'intervention principaux: conception d'outils et définition de méthodes, donc dans un objectif de mise à disposition de ces outils à des scientifiques, à des naturalistes et des gestionnaires. Donc ça nous amène par exemple à produire un référentiel taxonomique qui s'appelle TaxRef, qui est aujourd'hui le référentiel taxonomique français largement utilisé. Enfin, on n'a pas grand concurrent. En même temps, c'est tellement compliqué qu'il y a assez peu de gens qui se sont confrontés à l'exercice. Donc on en est aujourd'hui à la version 10 de ce référentiel. On travaille évidemment sur les habitats et les espaces. Là aussi, c'est extrêmement important. Il y a besoin de normalisation. Et le muséum est très souvent attendu là-dessus parce que, en gros, même si parfois on n'a pas toujours une excellente image, globalement, les gens reconnaissent le muséum comme un peu une référence. Et c'est beaucoup plus facile pour nous d'imposer des référentiels que pour des organismes qui n'ont pas cette reconnaissance et qui ont du mal à s'imposer là-dessus. Des protocoles, des logiciels. L'animation et la coordination des réseaux de collecte d'informations dans le cadre d'un outil, on y reviendra, qui s'appelle l'Inventaire national du patrimoine naturel, et la validation scientifique des données, ça c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, comme je vous le disais, cette information est tout à fait dispersée, produite par un très grand nombre d'acteurs, et c'est extrêmement important d'avoir cette animation et cette coordination qui passe nécessairement par la valorisation des gens qui produisent des données. C'est extrêmement important de sourcer et de tracer la donnée, et qu'on ne s'approprie pas des données qui n'ont pas été produites par nous, mais également un retour vers les gens, c'est-à-dire que les gens acceptent de collaborer avec nous si derrière ils en ont un avantage. C'est le principe gagnant-gagnant. C'est très facile de le dire, mais c'est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a des partenaires qui mettent en œuvre des systèmes de collecte de données, par exemple les partenaires associatifs. On peut parler par exemple de la Ligue pour la protection des oiseaux qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Biolovision et qui permet à tout un chacun de rentrer des informations naturalistes. Eh bien, ça représente rapidement des dizaines de millions de données. Pour avoir accès à ces informations, il faut quand même montrer patte blanche. Il ne suffit pas de dire je suis muséum, je prends vos données, et puis derrière, voilà. Et si vous ne les donnez pas, ce que fait un petit peu, peut-être parfois, je dirais, benoîtement le ministère, il ne suffit pas de leur dire vous n'aurez plus de subvention si vous ne donnez pas les données. Il faut être un petit peu plus subtil. Voilà. Donc on produit des données de référence dans le cadre de l'INPN. Cette notion de données de référence, c'est intéressant. Quelques instants là-dessus pour vous dire qu'on parle beaucoup des collections au muséum à juste titre. Ce qu'on produit, c'est ni plus ni moins qu'une collection numérique. C'est-à-dire que nos données sont une forme de collection numérique. Et ça, c'est aussi important. Ça commence à mieux appréhender cette question-là. Mais il faut bien avoir en tête que c'est une forme de collection. Donc ces données sont centralisées, sauvegardées et accessibles pour les opérations d'analyse et de synthèse. Tout ça dans une logique, je dirais, de service public. Globalement, la plupart de ces données sont accessibles à tous. C'est quand même important. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui m'ont dit « mais quand on va sur l'INPN, c'est gratuit ?» Bah oui, c'est gratuit. Il y a encore des gens qui travaillent dans une dimension de service public. D'ailleurs, vous avez vu qu'on fait des gorges chaudes un peu partout avec l'open data, qui est un terme terrifiant. On pourrait dire données ouvertes, ça marcherait aussi bien. Et le problème, c'est qu'il faut le faire, il faut vraiment le faire. Et l'INPN, pour l'instant, c'est vraiment un outil qui est ouvert et qui est gratuit. Et puis on diffuse des connaissances au plus grand nombre, sous des formes diverses, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas simplement de s'intéresser à des publics initiés, c'est aussi de sensibiliser le public, voire le grand public, sur la préservation de la biodiversité. Et ça prend des formes en termes de publication, de téléchargement, de services web, de cartes, de sites internet, et j'en passe. Ce qui nous amène d'ailleurs à travailler beaucoup avec les gens qui font de la communication. Je fais référence à l'intervention de Pierre tout à l'heure. Et tout ça, ça se concrétise dans la gestion de programmes nationaux. Alors, quels programmes nationaux? Rapidement,
Par exemple, Natura 2000, qui est le réseau européen des sites écologiques, qui couvre à peu près 12% du territoire métropolitain. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On valide, on gère et on diffuse l'information sur les sites français, et puis on organise quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats, qui est rendu obligatoire par cette directive donc tous les 5 ans, et qui est un travail tout à fait considérable. Alors au-delà d'être une obligation communautaire, ça nous oblige aussi à avoir une vision sur l'état de santé de notre biodiversité, qui est extrêmement intéressant. Pour la petite histoire, vous savez peut-être que la commission Juncker a lancé une opération de balayage de toutes les directives pour voir si elles étaient utiles, si elles n'avaient pas des effets pervers sur le développement, etc. Il y a eu une grande mobilisation à l'échelle de l'Europe de tous les gens qui ont eu à traiter de cette convention, et on vient d'apprendre qu'il n'y aurait pas de remise en cause des directives Natura 2000, donc faune, flore, habitat et oiseaux, ce qui est quand même une nouvelle plutôt satisfaisante. Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l'acronyme SNIEF, ça c'est un programme un peu fétiche puisqu'il est né au muséum, donc il a maintenant plus de 30 ans. C'est le muséum qui en a conçu l'idée, qui en a défini les protocoles et qui derrière en a assuré le cadre méthodologique pour garantir la cohérence nationale. Donc on fait aujourd'hui les SNIEF, c'est quoi? C'est la connaissance de la nature remarquable, c'est difficile, on pourrait parler pendant des heures de la distinction entre nature ordinaire et nature remarquable. Certains disent que ça c'est plutôt la nature remarquée. En tout cas, ces INEF sont extrêmement importantes puisqu'elles sont intégrées maintenant dans l'aménagement du territoire français, sont utilisées pour la mise en œuvre des documents d'urbanisme locaux, régionaux et nationaux. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. Ça nécessiterait peut-être qu'on en parle spécifiquement. La trame verte et bleue, là aussi, c'est un programme qui est issu du Grenelle de l'environnement, qui vise à développer un réseau d'infrastructures qui permettent de mettre en lien les cœurs de nature. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement contribué à la définition des critères de cohérence nationaux pour les schémas élaborés à l'échelle régionale. Juste un petit mot là-dessus, le Grenelle de l'environnement, ça a été la foire aux idées, que tout le monde était autour de la table, il y avait les ministres, il fallait qu'on soit le plus malin, donc les associations ont débordé d'idées, et en général ces idées finissaient au muséum, et pour une partie d'entre elles au SPL, en nous disant les gars, allez-y, trame verte et bleue, c'est quoi, comment vous faut faire, et dites-nous comment on peut s'y prendre. Donc c'est pas toujours évident, sachant que clairement il y a un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas. Et du coup, et qu'on n'a toujours pas d'ailleurs, parce que il y a des fondamentaux qu'il faut acquérir et personne ne veut mettre les moyens pour éventuellement aller au bout de la démarche. Et puis, on mène un travail de référence sur les espaces protégés. C'est nous qui sommes un petit peu les gardiens du temple des bases de données sur les espaces protégés, c'est-à-dire qu'on gère en temps réel la cartographie et le contenu des espaces protégés français, et donc on met à jour ce qui existe et on intègre les nouveaux. Donc aujourd'hui, quasiment maintenant, oui, on pourrait dire pratiquement à temps réel, tout un chacun peut avoir une idée du réseau des espaces protégés en France. Stratégie nationale de création d'aires protégées, ça aussi c'est une création du Grenelle de l'environnement. C'était quoi? C'était essayer de passer d'une stratégie opportuniste, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des gens, des lobbies, etc., qui demandent à la création d'une aire protégée, à une stratégie un peu plus élaborée, qui consiste à essayer de créer des espaces protégés là où il y a des manques par rapport à des espèces, des manques par rapport à des habitats. Ce qui a conduit d'ailleurs à mener la première opération d'inventaire de ces manques, de ces lacunes. Et donc ça a été extrêmement intéressant, sachant que l'objectif qui avait été défini par la loi était de créer d'ici 10 ans, excusez-moi pour la faute, au moins 2% du territoire français en aire protégée forte, c'est-à-dire cœur de parcs nationaux, réserves naturelles nationales, arrêté de protection de biotope. On n'y est pas encore et je ne sais pas si on y arrivera, sauf que, effectivement, à force de créer des espaces naturels de très grande taille, comme par exemple l'extension de la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises de 500 000 km², 580 000 km² d'un seul coup, c'est sûr que là, on va peut-être y arriver facilement, mais bon.
Le référentiel taxonomique national, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Et les listes rouges nationales, ça c'est aussi une thématique importante, on travaille en commun donc avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une histoire assez étonnante que je vous raconte en 2 secondes. En 2007, quand on est allé voir le ministère de l'écologie pour leur dire mais ça serait quand même bien qu'on lance un programme de liste rouge nationale en France, ils nous ont dit mais ça sert à quoi, c'est totalement inutile, puis en plus on n'a pas d'argent, etc. 10 ans après, plus personne ne peut imaginer une seule seconde se passer de cet outil qui rentre de tout un tas de dispositifs d'évaluation, etc. Donc, comme quoi on peut faire évoluer les choses. C'est un outil qui a certes des limites, mais qui a au moins le mérite de permettre une comparaison à l'international, puisque tout le monde utilise les mêmes critères. Donc ça, c'est un point aussi extrêmement important. CITES, je le cite pour mémoire, mais c'est quand même un point important, puisque le muséum est désigné par cette convention comme autorité scientifique. Il y a très peu de conventions internationales qui ont ce type de fonctionnement, donc une autorité scientifique indépendante qui donne un certain nombre de points de vue que l'État français doit suivre, ce qui est quand même une responsabilité importante. Donc, comment tout ça se fait? Eh bien, c'est une construction collective de la connaissance. Donc, avec qui travaille-t-on? On travaille avec des associations naturalistes et des sociétés savantes, comme je vous l'ai dit, un réseau de gestionnaires d'espace, Réserve naturelle de France, Parcs nationaux de France, Fédération des conservateurs d'espaces naturels, etc. Des partenaires institutionnels, les conservateurs botaniques, des établissements publics comme l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, demain l'Agence française pour la biodiversité, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et des partenaires privés et des collectivités, des entreprises, des régions, des départements. Tous ces gens-là sont à la fois des producteurs de données et des producteurs de connaissances, et en même temps des usagers de nos travaux. Et puis, on travaille évidemment avec la recherche, et la création de l'UMS c'est d'ailleurs un des objectifs très fortement affichés par Bruno David, est de rapprocher la recherche de l'expertise, ou l'expertise de la recherche. Et donc, on travaille avec la recherche dans le domaine de la taxonomie, de l'écologie, de la biologie, de la conservation, que ce soit au sein du muséum, ou que ce soit avec d'autres partenaires. Par exemple, l'Université de Rennes, Réseau etc. Les communications qui m'ont précédé m'ont dire d'ailleurs qu'il faudrait probablement qu'on soit beaucoup plus investi dans la Lanvie ou dans d'autres systèmes. Mais je dois dire que pour l'instant, c'est vrai qu'on passe un petit peu à côté de ça, ce qui est dommage. Donc il va peut-être falloir qu'on soit meilleur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On produit des méthodologies du protocole, comme je vous l'ai dit, on fait des inventaires, on gère des données, on produit des synthèses, on produit des reportages européens, des expertises, des cartes, des atlas. La plupart de ces choses-là étant accessibles en ligne, notamment sur le site de l'INPN. Et puis, évidemment, un de nos principales cibles, c'est les décideurs, notamment le ministère chargé de l'écologie, mais plus généralement, l'usager au sens large, à travers la consultation d'informations sur le patrimoine naturel. Donc tout ça, il y a la partie émergée de l'iceberg qui s'appelle l'Inventaire national du patrimoine naturel, dont vous avez l'adresse internet à l'écran. Je n'ose pas imaginer que dans la salle, il y ait des gens qui n'y soient jamais allés, mais je suis à peu près sûr que c'est le cas. Allez-y, généralement les gens sont surpris. Je ne dis pas que c'est la quadrature du cercle, mais souvent les gens sont surpris de ce qu'on y trouve et du contenu. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup avancé et qui est un outil dont on peut collectivement être fier. Donc diffuser, on diffuse tout ce que je vous ai dit qu'on faisait, et c'est quelque chose qui se veut vraiment collaboratif. Et donc on a mis d'ailleurs des outils de co-gestion, entre guillemets. On a un comité de pilotage de l'INPN auquel participent non seulement les financeurs, mais également tous les participants. On a un comité éditorial, donc on veut vraiment s'inscrire dans une démarche de partenariat. La gestion, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que ce n'est pas toujours ce qu'on met en avant, mais aujourd'hui, gérer une base de données de plus de 40 millions d'items, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite un savoir-faire, ça nécessite une technicité. D'ailleurs, à ce titre, je remercie les services informatiques du muséum, avec lesquels on est en relation très très importante et qui, grâce à leur technicité, assurent la maintenance de tout ça, d'un point de vue technique.
Et puis, la mutualisation, ça aussi, c'est un point extrêmement important. On est dans une période où les crédits vont tendanciellement diminuer, enfin, sauf si quelqu'un dans la salle me dit que c'est pas vrai. Dans ce cas-là, j'irai le voir pour lui demander quelles sont ses sources. Donc, si on a moins d'argent, il faut mutualiser, il faut essayer de valoriser et d'être plus performant avec les moyens disponibles. Donc l'INPL, ça se présente sous cette forme, mais ça a beaucoup évolué, il y a plein de choses, je vous invite à y aller. Quelques chiffres clés, 40 millions d'observations, c'est pas forcément le plus important, mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est 100 000 visites mensuelles du site de l'INPL, c'est-à-dire autant que le site institutionnel du muséum, sans publicité réelle, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu énormément, voilà. Et puis on a lancé, il y a 6 mois, une application qui s'appelle INPN Espèce, donc en gros, vous pouvez tous la charger sur votre téléphone mobile, c'est gratuit. Et puis vous pouvez à partir de cette application savoir dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'endroit où vous vous trouvez quelles sont les espèces les plus communes, hein, parce qu'on n'a pas tout mis, quelles sont les espèces les plus communes que vous pouvez trouver. Et une fois que vous avez obtenu la photographie des espèces en question, vous cliquez sur l'espèce et vous aboutissez directement sur le site de l'INPN qui vous permet après derrière de naviguer et d'aller plus loin, y compris avec tous les liens qui sont associés à ça. Voilà, alors l'organisation très rapidement, aujourd'hui le SPN c'est 90 personnes, dans le cadre de l'UMS ça sera 101 personnes, vous voyez la progression, donc ça a quand même beaucoup évolué. C'est des gens qui viennent de tous horizons, mais je tiens quand même à dire que même si c'est des gens qui sont fléchés expertise, ce sont tous des scientifiques, c'est-à-dire que c'est tous des gens qui ont une formation scientifique, probablement le moins scientifique d'entre eux c'est moi. Donc concrètement, voilà, il ne faut pas confondre science et recherche. Donc je tenais quand même à le préciser. Et voilà, je vous remercie de votre attention.